Commençons par ce qui semble être l'Occident devenu fou. Et je veux inclure les États-Unis et Donald Trump dans cela. Maintenant, Donald Trump a publié une série de tweets. Comme tu le sais, Pepe, la Russie bombarde et pilonne absolument l'Ukraine en réponse à plus de 300 attaques ou tentatives d'attaques de drones par jour abattues par les défenses aériennes russes. Mais voici le premier message que Donald Trump a publié sur Truth Social. J'ai toujours eu une très bonne relation avec Poutine de Russie, mais quelque chose lui est arrivé. Il est devenu fou. Il tue des gens inutilement. Et il ne s'agit pas seulement de soldats. Des missiles et des drones sont tirés sur des villes en Ukraine sans aucune raison. J'ai toujours dit qu'il voulait toute l'Ukraine, pas seulement une partie. Et j'ai raison. Mais s'il le fait, cela conduira à la chute de la Russie. Il a ensuite enchaîné avec des rapports indiquant qu'il y a eu de nombreuses discussions sur de nouvelles sanctions envisagées par Trump. Bien sûr, nous savons que l'Europe est totalement d'accord avec cela. Lindsey Graham écrit des tribunes dans le Wall Street Journal à propos de droits de douane de 500% via un projet de loi au Sénat. Mais voici la dernière publication sur Truth Social. Ce que Vladimir Poutine ne réalise pas, c'est que sans moi, beaucoup de choses vraiment mauvaises seraient déjà arrivées à la Russie. Et je parle de choses vraiment graves. Il joue avec le feu. Pepe, parle-nous de ce qui se passe ici, car tout cela est une réponse aux avancées apparentes de la Russie. Il semble que Vladimir Poutine et la Russie aient pris l'initiative, et je suis curieux d'avoir ton avis sur cette réaction. La lune de miel est-elle terminée pour la relation apparente de Donald Trump? Ce que les médias occidentaux affirment depuis le début, la phase de lune de miel entre la Russie ou Poutine et Trump. Eh bien, a-t-il une lune de miel dans la tête? Et avec qui? Oui. Franchement, ça donne envie d'aller se coucher, parce que le niveau de stupidité atteint des sommets. Aucune contextualisation, évidemment. Le tweet où il dit que Poutine est fou est maintenant le nouveau mème. Tout ce qui se passera désormais sera subordonné à ce mème du Poutine est fou. Et cela s'applique à l'administration Trump, à ses opposants, à l'État profond, aux Chihuahuas européens, aux va-t-en-guerre, etc. Tout ce qui arrive, c'est parce que Poutine est fou. Donc on en revient à la situation d'avant même l'OMS ou du jour où l'OMS a été lancée. À l'époque, tout le monde disait « Poutine est fou, c'est un animal, il est dérangé, il envahit l'Europe ». Maintenant, on en est revenu au même point, comme si rien ne s'était passé depuis quoi? 3 ans et 3 mois. C'est pathétique en fait. Et de toute évidence, ni Trump, ni les acteurs de la version Trump 2.0, encore moins quiconque dans l'État profond, ne sont capables d'expliquer au président des États-Unis pourquoi les Russes lancent, ce n'est toujours pas terminé, un bombardement dévastateur de cibles sélectionnées partout en Ukraine. En quelques jours, entre 4 et 5, l'Ukraine a lancé plus de 1100 drones contre des cibles civiles à travers toute la Russie et même directement contre Moscou. Cela s'ajoute à l'attaque d'un essaim de drones contre l'hélicoptère de Poutine alors qu'il se rendait à Koursk. Il s'agissait d'une tentative d'assassinat du président de la Fédération de Russie. On ne peut pas faire plus extrême que cela. Donc évidemment, il y a une réponse. Et la réponse, compte tenu de ce qui s'est passé, est relativement mesurée. Cela va continuer, bien sûr. Bien sûr, Trump ne contextualise jamais rien. Lorsqu'on se trouve dans une situation noyée dans le narcissisme, dans un monde qui lui est propre, lorsqu'on joue tous les personnages d'Alice au Pays des Merveilles, comme un essai chinois l'a brillamment décrit il y a quelques semaines, tout se passe littéralement dans sa tête. Et alors, tout ce qu'il dit fait loi, puisqu'il est le maître du monde, selon sa propre terminologie. Encore une fois, peut-être que demain, tout changera. Peut-être que demain, il dira « Bon, je vais reprendre le téléphone et appeler Poutine ».
Mais en l'état, nous avons une fois de plus cette crise de colère enfantine qui en pratique enterre toute possibilité d'un dialogue civilisé entre Washington et Moscou. Bien sûr, du côté russe, ils font preuve une fois de plus d'une patience taoïste infinie. Peskov a déclaré que non, la situation est compliquée. Peskov said, no, the situation is complicated, it's very emotional, we appreciate the President of the United States. C'est très émouvant. Nous apprécions les efforts du président des États-Unis pour trouver une solution, etc. Mais les cercles du pouvoir à Moscou commencent à en avoir assez de toute cette mascarade. Encore une fois, un autre kabuki. Donc, à partir de maintenant, la réponse continuera. Personne ne se fait d'illusions sur le fait que ce cessez-le-feu façon kabuki mènera quelque part. D'abord, parce que Trump ne sait pas où il va. Il n'a pas de stratégie. Il n'a même pas de tactique. Il prie pour une sorte de passe désespérée qui lui donnerait le soi-disant cessez-le-feu et la solution. Cela n'arrivera pas. Poutine, lors du dernier appel téléphonique, lui a expliqué en détail « Rien ne se passera si nous n'abordons pas les causes profondes du conflit ». Le président des États-Unis ne peut pas aborder les causes profondes du conflit, car cela impliquerait deux choses. Premièrement, il devrait s'opposer à tout l'État profond et à l'ensemble de la politique de l'Occident collectif contre la Russie, non seulement depuis un peu plus de 3 ans, mais depuis 10 ans, et même avant cela. Deuxièmement, s'il fait cela, il devra reconnaître tacitement, devant la planète entière, la défaite stratégique de l'empire du chaos et de tous les chihuahuas contre la Russie. Donc, il ne se passera rien. Je dirais au moins que le kabuki est désormais à nu, tout le monde peut le voir tel qu'il est. Il n'y aura pas de cessez-le-feu, il n'y aura pas de négociation allant très très loin dans l'origine de toute cette tragédie. Et ce que Lavrov, depuis quelques mois, a commencé à dire ouvertement, que cela se résoudra sur le champ de bataille, ce n'est pas seulement ce que pensent Poutine et le Conseil de sécurité, ainsi que le ministère des Affaires étrangères, mais c'est aussi ce que souhaite désormais la majorité de la population russe. D'accord, allons jusqu'au bout. Très bien. Et ce que Medvedev a essentiellement dit, bien sûr, il y avait beaucoup d'humour dans ce tweet, c'est que si les choses continuent ainsi, la zone tampon, c'est l'Ukraine. Et quand on regarde la carte, cela représente 99% de l'Ukraine actuelle, avant même l'Ukraine du futur. Voilà où nous en sommes. Cela signifie qu'il n'y aura pas de fin à cette guerre en 2025, c'est certain, et peut-être même pas en 2026. Cela va continuer. Ce sera horrible. Ce que nous avons vécu ces derniers mois va s'accélérer. Et de plus en plus, les Russes vont commencer à dévaster ce qui reste des infrastructures ukrainiennes. Désolé, j'ai encore l'Iran en tête parce que je reviens d'Iran la semaine dernière. Voilà où nous en sommes, Danny, et vous tous dans le public. C'est sombre, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, en fait, vous avez mentionné ce tweet de Medvedev, et le voici. Il a publié une carte de la zone tampon qui englobe pratiquement l'ensemble de l'Ukraine, ne laissant qu'une mince bande frontalière avec la Pologne. Oui, mais cette bande touche la Pologne, donc elle va aussi disparaître. Oui, exactement. Mais parlons de cette panique, car les médias occidentaux traditionnels publient depuis des jours et des jours à propos de la Russie. Comme vous l'avez dit, cela se réglera sur le champ de bataille. La Russie lance des missiles, mène des attaques de drones intenses et des frappes de missiles sur l'Ukraine. Parlons de cette panique, car c'est essentiellement à cela que fait référence Donald Trump. Et c'est ce qui pousse maintenant, bien sûr, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. L'Allemagne a déclaré, M. Merz, le nouveau chancelier, a dit que les États-Unis ne mettent plus aucune restriction sur les armes à longue portée, que ces restrictions sont levées. Alors, parlons de cette panique. Qu'est-ce que la Russie fait? Et que signifie tout cela?
Well, I have much better picture of Eh bien, j'ai une bien meilleure idée de ce qui se passe réellement dans les hautes sphères du pouvoir. I'm going to Russia. Je pars en Russie dans 2 jours. Je retourne en Russie dans 2 jours. In fact, En fait, j'ai fait une tournée des BRICS. J'ai commencé en Chine, puis je suis allé en Iran, ensuite 3 jours en Russie pour le jour de la victoire, et maintenant je suis de retour en Russie où je passerai le mois de juin. Donc, j'ai une vision bien plus claire de la gravité de la situation pour les prochaines semaines et les prochains mois, en plein cœur de l'été. Cela ne s'annonce pas bien. Et les gens sont extrêmement en colère à propos de cette tentative d'assassinat contre Poutine, directement. Du côté du Kremlin, jusqu'à présent, la réaction a été très mesurée, calculée, discrète même. Mais ils attendent, bien sûr, car ils savent d'où ça pourrait venir. Est-ce que Trump était au courant des renseignements qui ont facilité cette attaque de drone, cette vague d'attaques de drones contre l'hélicoptère présidentiel? The swarm of drones attacks against a presidential helicopter. Was he forced on it after the fact? Did he A-t-il know été after forcé à the cela fact? après coup? How Était-il au much courant were- après coup? Well, the Americans De toute obviously évidence, provide all ce the sont les Américains qui ont fourni tous les renseignements à So the Kiev. Russians are putting all Donc the les Russes puzzle rassemblent together, toutes and les when they pièces du have puzzle. answers, then Et we're gonna see lorsqu'ils auront des réponses, alors nous commencerons à voir une réaction encore plus dure. But once Il n'y again, a aucun it's doute true là-dessus. because Mais encore une fois, c'est sombre, car toute possibilité que nous aurions pu avoir d'un dialogue civilisé, commençant au moins à aborder, sinon les causes profondes, du moins quelque chose autour des causes profondes. Et puis bien sûr, en supposant qu'il y aurait une sorte de règlement, Trump devrait admettre que ceux qui règlent les guerres sont ceux qui les gagnent. Ce sont eux qui décident comment la guerre va se terminer. Les perdants ne terminent jamais les guerres. they declare how the war is going to be finished. Losers never finish wars. This is completely absurd. And Trump and the C'est complètement absurde. Et Trump et l'Empire, ils sont du côté des perdants. Donc au moins, nous étions jusqu'à quoi? Il y a une semaine environ, peut-être que nous nous dirigions vers un peu plus de dialogue, un peu plus de conversation, pour citer Elvis sur la table. Maintenant, même cela a disparu. Lavrov essaie de sauver les apparences. D'accord, nous allons probablement nous revoir, pas au Vatican bien sûr, ce qui est complètement absurde. L'Église catholique, décidant du sort de 2 nations chrétiennes orthodoxes. C'est au-delà. Cela ne mérite même pas d'être qualifié de plaisanterie. Mais maintenant, même Lavrov dit, d'accord, peut-être que nous allons nous revoir à Istanbul, mais à quelles conditions? Surtout si les Russes reconstituent tout ce qui s'est passé menant à cette attaque de drone contre les hélicoptères présidentiels. Drone attack against the presidential helicopter. Oui. Et les médias occidentaux réagissent à ce que fait la Russie concernant ces frappes massives depuis plusieurs jours, en disant, vous savez, que l'enfer s'abat sur l'Ukraine. Mais il y a très peu de mention de ce dont vous venez de parler, à savoir que Vladimir Poutine lui-même était visé, Pépé. Il y a eu une attaque massive de drones contre l'hélicoptère présidentiel alors qu'il volait depuis Koursk. C'est absolument stupéfiant. Mais je pense que cela fait écho à ce que vous évoquiez plus tôt. Ce que nous voyons, c'est le camp perdant qui s'accroche à tout ce qu'il peut. C'est presque comme s'il y avait une prise de conscience soudaine, que cela ne se réglera pas à la table des négociations. Et ils essaient à nouveau de rejeter toute la faute sur la Russie. Bien sûr, et c'est là qu'on revient au même principal, qui circule en boucle depuis un moment. Poutine est fou, donc il ne peut pas y avoir de solution pour l'Ukraine, parce que Poutine est fou. C'est un raisonnement circulaire, et c'est tout. En fait, c'est leur plan B. Et quand je dis « il », je parle de toute la bande, de l'administration Trump, des proches de Trump, d'une partie de Trump 2.0, de l'État profond, jusqu'à tous les chihuahuas et va-t-en-guerre en Europe. Tout le monde. L'ensemble de l'Occident collectif fragmenté. Voilà leur plan B. Et maintenant, c'est au grand jour. This is their plan B. And now it's in the open.
Oui, oui, tout à fait. C'est clairement affiché. Et puis, dernier commentaire à ce sujet, Pepe. Quelle est, selon vous, la signification de tout cela concernant les armes à longue portée? Vous savez, encore une fois, on a l'impression que l'Allemagne prend les devants. Mais le chancelier allemand Scholz a déclaré que les États-Unis étaient également impliqués. Il y a tellement de rapports contradictoires. D'un côté, on entend que Trump n'envisage pas d'augmenter les sanctions, qu'il est très hésitant à utiliser tout type d'armes à longue portée, ou à ce que l'Ukraine utilise des armes à longue portée contre la Russie. Et de l'autre, on voit Scholz affirmer que les États-Unis, le Royaume-Uni et la France sont tous prêts à donner leur feu vert à l'utilisation d'armes à longue portée par l'Ukraine, à nouveau. Un vrai déjà-vu. Que pensez-vous de ce cirque qui devient de plus en plus évident? En fait, vous venez de le définir, un autre cirque, car cette décision a été prise il y a des mois, même avant l'élection du chancelier BlackRock. Tout le monde savait que cela avait été décidé. Ils attendaient simplement le bon moment pour l'annoncer. Et maintenant, ils l'annoncent en tant que chancelier. Tout le monde le sait. Les Russes le savaient déjà, bien sûr. Tôt ou tard, les taux russes vont arriver, et nous sommes prêts pour cela. Nous sommes déjà préparés à faire face aux taux russes, donc cela ne changera rien sur le champ de bataille. Cela changera en fonction du type de réponse que nous aurons du côté russe lorsque les premiers taux russes commenceront à frapper des cibles civiles en plein cœur de la Fédération de Russie. Ah là, on va vraiment avoir du spectacle. Oh oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais pour l'instant, ce ne sont que des spéculations. Et si les Américains sont impliqués, bien sûr qu'ils le sont. Ils continuent. N'oubliez pas que les livraisons précédentes, ils continuent à fournir des armes à l'Ukraine. Rien n'a changé. Il n'y a pas de nouveau lot, mais les anciens continuent d'arriver. Donc rien n'a fondamentalement changé sur le champ de bataille, à part, bien sûr, l'avancée régulière des Russes. En même temps, ces essaims de drones lancés par l'Ukraine, c'est un énorme problème pour la Russie. C'est très très sérieux. Et j'attends de voir jusqu'où nous pourrons pousser cette conversation à Moscou, car cela reste un sujet tabou. Ces essaims de drones perturbent énormément le trafic aérien civil, dans plusieurs régions russes, y compris les aéroports autour de Moscou, Vnukovo, Domodedovo. Vous savez, maintenant ça va dans les deux sens. Aucun avion ne décolle. Vous voyez, c'est très compliqué. Et bien sûr, l'Internet russe, parce qu'ils ont coupé l'Internet immédiatement. Et les gens commencent à être vraiment en colère à ce sujet. Les citoyens russes ordinaires. Donc cette stratégie ukrainienne à Kiev, très peu coûteuse, est vraiment inquiétante. Et pour l'instant, les Russes n'ont pas trouvé de moyen d'y faire face. Ce sera donc l'un des sujets clés de conversation en Russie pour les prochaines semaines, en fait. En parallèle, bien sûr, avec la géoéconomie, il y aura le forum de Saint-Pétersbourg, qui sera très important en termes de connexion avec les BRICS plus tard, début juillet à Rio, et avec le forum actuel ici aujourd'hui et demain à Kuala Lumpur, où nous avons le triangle d'or, tel qu'il est défini ici en Asie, assis à la même table. Et c'est immense. Nous ne savons toujours pas. J'attends leur déclaration finale, qui n'arrivera que demain, en fin d'après-midi ici, heure de l'Asie du Sud-Est. Mais nous allons avoir le CCG, les 6 membres, y compris les 3 qui ont dépensé des sommes colossales pour Trump. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar. L'ASEAN 10, leur premier partenaire commercial est la Chine. Et la Chine, tous à la même table, discutant des contours du futur monde multinodal et multipolaire, avec une déclaration conjointe axée sur plusieurs domaines, y compris le commerce dans leur propre monnaie. Et cela va se recouper avec les BRICS dans un peu plus d'un mois. Donc n'oubliez pas que beaucoup de ceux qui sont à Kuala Lumpur aujourd'hui et demain seront également à la table des BRICS à Rio, à la fois comme membres à part entière et comme partenaires. Donc, la première partie de notre conversation était si sombre,
J'espère que nous commençons maintenant la deuxième partie. Nous pouvons parler des aspects favorables, des aspects géoéconomiques en termes de connectivité. En ce qui concerne le laboratoire des BRICS, tout cela, ils continuent de tester des modes de règlement, des règlements de paiement. Pas une nouvelle monnaie, pas encore, mais de nouvelles formes de paiement, monnaie numérique, tout ce que vous voulez. Donc, ce qui se passe à Kuala Lumpur est directement lié à ce qui va se passer à Rio. Et entre les deux, nous allons avoir un sommet absolument sans importance, le sommet de l'OTAN en 2025 ou 2024, qui ne décidera rien. Ils opteront pour leur plan B. Poutine est fou, donc nous devons continuer la guerre. Voilà le titre d'avance du sommet de l'OTAN, qui aura lieu aux Pays-Bas d'ailleurs, accueilli par ce morceau de Bouddha.